Voilà, vous m'entendez? Bonsoir, nous pouvons commencer le cours, Brice Dution. Ah, Boris. Très bien, nous pouvons entamer le cours, Ok. Brice. Bon, cher Boris, moi je ne vous entends pas. Malgré votre en neuf, je ne vous entends pas. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, cher Boris, j'attends que vous mettiez votre casque peut-être pour commencer l'enregistrement. Hmm. Ah, les internautes vous entendent a priori. Alors je ne sais pas pourquoi moi je ne vous entends pas. Euh... Alors, Allez-y, parlez. bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez, messieurs, Parlez, dames? Boris. Non, mais c'est bon, je Je- vous entends là. Très bien alors, parfait. Nous pouvons commencer, Brice. Je, écoutez, ça y est, c'est bon, je vous. Ben écoutez, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ben écoutez, je suis content de vous retrouver pour cette quatrième session de l'échange dans le cadre du MOOC, le tourisme sécurel, avec une thématique que je souhaite aborder avec vous ce soir, qui répond à la quatrième partie de ce cours dédié au tourisme international. Alors, j'ai regardé rapidement les discussions, les forums. Boris n'a pas envoyé de questions particulières, donc ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est faire, comme les séances précédentes, peut-être une petite synthèse comme ça d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je souhaitais attirer votre attention, et puis ensuite, bien sûr, profiter des quelques minutes qui nous restera jusqu'à 18h30 pour répondre peut-être directement aux questions que vous ne manquerez pas de me poser, toutes et tous qui êtes en ligne, en direct ce soir, en ce mardi 18 juin de 18h à 18h30. Voilà. Donc, comme vous l'avez suivi, j'imagine, durant ces camarades et collègues que j'aime citer à chaque fois, Nicolas Monco, Julie Faure et Philippe Verguin, aborder durant cette quatrième partie la question du tourisme culturel à l'international, parce qu'il nous a semblé absolument essentiel de faire des petits focus, en partenariat notamment avec nos amis d'Atout France, sur des pays pour lesquels la culture constitue un élément clé du développement touristique et de l'attractivité touristique. Voilà, donc on a souhaité prendre 6 exemples, 3 exemples en Europe et 3 exemples en dehors de l'Europe. Commençons d'abord par les exemples européens qui, dans le fond, sont tous différents et c'est ça qui nous a intéressé lorsqu'on a travaillé sur ces sujets-là. On a souhaité parler en Europe de l'Allemagne, de l'Italie et de la Grande-Bretagne, qui sont chacun d'entre eux des destinations touristiques, mais qui sont des destinations touristiques totalement différentes, à la fois dans leur organisation, dans leur attractivité, mais aussi dans leur clientèle. Et puis on a souhaité enfin, dans la deuxième partie, traiter de
pays extra-européens, en parlant de Montréal au Canada, qui, on l'a dit, est une cité globale qui mise sur le tourisme culturel, qui est une question essentielle à Montréal, vous l'avez compris lorsque vous avez regardé l'entretien avec Paul Arsenault. Et puis on a fini par deux réflexions qui m'ont semblé indispensables durant ce MOOC. La première discussion se rapporte à la question des nouvelles destinations du tourisme culturel, avec notamment l'exemple d'Abu Dhabi, l'interview de Manuel Rabaté, et puis on a fini sur un sujet particulièrement intéressant, qui est celui du soft power, avec une dimension clé avec une interview ici de Nicolas Lefebvre, qui est l'ancien directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Voilà, donc peut-être pour commencer, d'abord, vous conseiller la lecture d'un document que j'ai lu cette semaine, qui m'a, et je vais vous en donner la référence, c'est une étude, une fois n'est pas coutume, parce que c'est assez rare que cette instance publique qu'est la Cour des comptes. Donc, lors de la Cour des comptes, c'est assez rare que la Cour des comptes traite le sujet du tourisme et de la culture. Et j'ai découvert cette semaine un rapport de mars 2019 qui a été publié en fin de semaine dernière sur la valorisation internationale de l'ingénierie et des marques culturelles, avec un sous-titre Le cas des musées nationaux. Et je crois que c'est intéressant, et je vous conseille sa lecture, qui est, comme tous les rapports qui n'est pas un rapport extrêmement littéraire, mais qui aborde un certain nombre de points, je crois, avec grand intérêt, à la fois par la qualité du traitement du sujet, mais aussi par les éléments constitutifs de ce rapport. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport très rapidement? Il dit que, en gros, il y a une demande en croissance sur le marché mondial de l'ingénierie culturelle en basant la réflexion sur, par exemple, la création du musée du Louvre à Abu Dhabi, dont le Conseil constitutionnel dit que c'est une réussite emblématique. Il a contre le Conseil constitutionnel. C'est une réussite emblématique. Et l'autre point introductif, c'est qu'il y a la nécessité aujourd'hui pour les musées de répondre à ce besoin par une stratégie entrepreneuriale. C'est vraiment une vraie révolution culturelle qui est soulignée par la Cour des comptes, avec des éléments clés qui sont mis en exergue et qui sont soulignés, notamment, bien sûr, avec des exemples. Donc, on voit notamment l'ouverture du musée Guggenheim de Bilbao en 98, la démarche des différents centres Pompidou en France, à Metz ou d'autres projets, le Louvre, bien sûr, à Abu Dhabi, en disant que aujourd'hui, en France et sur le marché francophone, nécessite est de mobiliser des acteurs pour consolider la position de la France sur le marché de l'expertise culturelle et donc forcément à terme sur le marché touristique. Et là, c'est le lien avec le dernier sujet traité dans cette quatrième partie, c'est vraiment l'influence culturelle, l'influence économique, ce qu'on appelle le soft power, qui est tout à fait repris par ce rapport de la Cour des comptes que je vous encourage vraiment à lire. Voilà, donc ça c'était un petit point de lecture, je pense qu'il m'a semblé très intéressant et je pense que vous pouvez toutes et tous télécharger ce document. J'essaierai de le mettre peut-être en pièce jointe également sur le site de Fun, si ça vous intéresse, parce que je crois que ça correspond sans doute à une partie de vos réflexions et de vos interrogations. Voilà, donc peut-être pour refaire une toute petite synthèse dans les quelques minutes qui viennent, pourquoi avons-nous choisi d'abord de traiter des cas européens? C'est très simple. Bien entendu, d'abord l'Europe, c'est encore aujourd'hui la première destination à travers le monde, avec des situations différentes, mais aussi des points de ressemblance. Si on regarde l'Allemagne, d'abord, c'est une destination culturelle importante, et je crois que l'entretien avec Till Palme, qui est le directeur de l'Office national du tourisme d'Allemagne en France, est assez éclairant à ce sujet. C'est une destination qui s'est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale autour d'un certain nombre d'éléments qui devaient faire sortir l'Allemagne d'une histoire particulièrement douloureuse. Et la reconstruction de l'Allemagne est passée par la reconstruction de villes et une vraie réflexion sur ce que l'Allemande souhaitait dire au monde. Et on a souhaité, bien sûr,
dans ses reconstructions, dire que les villes allemandes, les campagnes allemandes étaient des territoires où la culture avait été particulièrement féconde et importante. Je vous rappelle simplement, par exemple, le 19e siècle et le romantisme. Donc c'est autour de ces valeurs-là que le tourisme a été recréé en Allemagne, avec des destinations culturelles qui existent, des festivals qui ont été créés, des célébrations également autour d'un certain nombre de grands courants artistiques qui sont nés en Allemagne tout au long du 19e et au début du 20e siècle. 2019 en est l'illustration, par exemple, avec l'anniversaire du Bauhaus que vous devez connaître, qui est un courant architectural qui a eu une influence considérable, bien sûr, sur l'architecture et le dessin des villes, le dessin de l'urbanisme tout au long du XXe siècle. Donc, l'Allemagne est un pays extrêmement fécond en matière de culture, et c'est aussi un pays qui, il y a une quinzaine d'années, a profondément réfléchi à sa singularité, à son originalité, dans une concurrence particulièrement vive dans le marché de la culture et dans le marché du tourisme. Et l'Allemagne a souhaité développer quelque chose qui, moi, m'a semblé tout à fait intéressant, c'est la créativité de sa destination. Donc c'est devenu une destination dite créative, avec des partages, avec des savoir-faire, avec des éléments qui aujourd'hui font un peu jurisprudence dans le domaine, et je crois que c'est l'un des éléments sur lesquels nous attirer votre attention, parce que c'est un positionnement clé pour les destinations. La créativité, c'est faire participer, par exemple, des visiteurs à des ateliers organisés par des résidents, organisés par destination. Bien sûr, je m'adresse principalement aux Français qui regardent ce MOOC, qui sont inscrits, c'est 70% de quelques 5000 inscrits, mais si les 30% restants qui viennent de tous les pays du monde, d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, d'Afrique subsaharienne, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, d'autres pays plus lointains, y compris dans le lien avec la langue française, je pense au Vietnam, à la Colombie, à l'Équateur. Donc ce sont des éléments clés qu'on a voulu vous faire partager. Donc l'Allemagne est un pays, je crois, très éclairant sur la capacité à avoir réfléchi, à avoir défini une stratégie touristique et culturelle très originale au moment où le pays organisait la Coupe du Monde de football en 2006, donc c'est-à-dire profiter d'un événement à dimension mondiale, à audience mondiale, pour aller au-delà de son image traditionnelle et définir de nouveaux axes de promotion et de nouveaux axes d'attractivité touristique. Le deuxième exemple, c'est celui de la Grande-Bretagne. Et là, on est allé interviewer Gwenaëlle Delos, qui est la directrice d'Atout France en Grande-Bretagne Hollande, et vous avez compris que la Grande-Bretagne a misé également sur la culture comme un élément fondamentalement marketing. Vous savez que l'approche anglaise, britannique, est souvent très différente de la nôtre, français ou francophone. Et je crois que cette dimension commerciale de la culture est tout à fait intéressante, parce que préfigure souvent les évolutions qu'on voit apparaître dans les pays, et notamment dans les autres pays européens, la France en tête, avec une part très importante accordée au privé, avec des modèles économiques publics-privés qu'on voit apparaître de plus souvent dans les exploitations, dans les stratégies des destinations. Et je crois que l'exemple donné par Gwenaëlle était particulièrement pertinent nous sommes allés l'interviewer à Londres à la fin de l'année 2018. Et puis le troisième exemple européen, c'est celui de l'Italie. L'Italie qui est, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait que les Italiens étaient des Français de bonne humeur, ou inversement, les Français étaient des Italiens de mauvaise humeur. En tout cas, qui est vraiment la destination qui ressemble le plus à la France, avec un patrimoine particulièrement considérable, avec un abandon en Italie de la part des pouvoirs publics pendant de nombreuses années, avec une vraie volonté de la part de l'ancien gouvernement de Matteo Renzi de redynamiser l'ensemble, d'avoir une vraie politique publique à destination de la promotion de la culture et du tourisme. Vous l'avez sans doute écouté lorsque j'ai interviewé Frédéric Meyer, qui est le directeur d'Atout France pour l'Italie, et puis aussi avec l'apparition de nouveaux acteurs qui sont des entreprises privées. Je pense notamment à Del La Vallée, qui a financé
une partie de la rénovation du Colisée à Rome, et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Donc, elle est à la recherche d'une nouvelle renaissance, en misant, en dehors des aspects politiciens dont on ne parlera pas, notamment avec le nouveau gouvernement, mais qui recherche vraiment aujourd'hui de nouveaux axes de développement autour du lien entre tourisme et culture et attractivité touristique et attractivité culturelle. Donc c'est un exemple passionnant, un exemple aussi qu'on connaît bien en France, puisque souvent les gouvernements italiens ont pris un peu exemple sur ce que nous faisions en France pour développer leur stratégie touristique et culturelle. Donc, vous l'avez compris, 3 pays européens, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, 3 organisations différentes, 3 systèmes différents, mais avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. L'Allemagne avec l'association notamment entre citoyens et entreprises et pouvoirs publics, la Grande-Bretagne avec un modèle économique associant publics et privés, et puis l'Italie également qui aujourd'hui se cherche, mais qui a, dans la dernière décennie, sans doute réinventé une certaine forme de patrimoine à l'italienne. Donc quelque chose de tout à fait passionnant. Et puis de l'autre côté, on a souhaité vous intéresser à 3 autres sujets, 3 autres destinations qui sont à certains égards un peu iconoclastes quand on les compare à la situation française. Le premier sujet, c'est Montréal. Montréal qui est l'une des premières cités globales, l'une des premières grandes villes multimillionnaires dans le monde à avoir misé sur le tourisme culturel pour toucher une certaine forme de développement économique. Et ça remonte à une vingtaine d'années. Et l'interview de Paul Arsenault est, je crois, très intéressante à ce sujet. Montréal a défini des plans stratégiques depuis une quinzaine d'années, avec des résultats particulièrement pertinents, avec des dépenses des visiteurs particulièrement élevées, avec des stratégies d'investissement, des ouvertures de musées, de sites culturels, grand public pour la majeure partie d'entre eux, et vous avez compris que c'est un exemple qui est aujourd'hui connu à travers le monde, et francophonie oblige, nous ne pouvions pas ne pas en parler, surtout nous ne pouvions pas établir des liens entre ce qui pourrait exister en France, ce qui pourrait exister dans d'autres pays francophones, et ce qui existe aujourd'hui à Montréal, qui est sans doute l'un des meilleurs exemples de ce lien entre le tourisme et la culture. Et puis enfin, pour finir, on a souhaité parler de 2 sujets différents et complémentaires. Le premier, c'est vous parler des nouvelles destinations du tourisme culturel qui correspondent aux nouveaux axes de développement du tourisme dans le monde. On aurait pu bien sûr parler de l'Asie. On a fait le choix de parler du Proche et du Moyen-Orient parce que d'abord c'est souvent un peu moins connu, et il y a des investissements français et francophones qui y sont effectués. On a fait le choix d'interviewer notamment Manuel Rabaté, le directeur du Louvre à Abu Dhabi, pour montrer que il y a des villes qui se construisent. Alors, en dehors de toute polémique, parce que c'est pas le lieu de ce MOOC de savoir si tel ou tel gouvernement mérite d'être soutenu, favorise la démocratie ou pas, c'est pas le sujet de ce MOOC, bien entendu. Je pense que certains pourraient être choqués de cette question-là, mais la façon dont les villes se construisent, dont des quartiers culturels se construisent, dont des nouveaux établissements culturels se construisent à destination de nouveaux types de visiteurs. Ce qui est très intéressant dans ces destinations-là, Abu Dhabi et d'autres, c'est des plateformes qui sont entre des grands bassins touristiques européens et asiatiques, avec bien sûr des nouvelles offres culturelles, des nouvelles formes urbaines aussi. Je crois que c'est très intéressant de le souligner, faisant appel aux meilleurs architectes du monde, avec des partenariats aussi très intéressants. Le Louvre, qui est une franchise avec un versement, une redevance particulièrement importante, de plusieurs millions d'euros et centaines de millions d'euros au Louvre. Donc ça veut dire que ce sont des nouvelles modalités économiques et financières, et c'est en lien également avec le rapport de la Cour des comptes dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, on a fini par la question du soft power avec Nicolas Lefebvre, l'ancien directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Le tourisme culturel est un élément d'influence, contribue à l'influence d'un pays dans le monde. Lorsque 80, 90 millions, 100 millions, peu importe, de visiteurs internationaux viennent en France, quand ils en repartent, ce sont des ambassadeurs quelque part visités. On l'a vu notamment récemment avec l'incendie de Notre-Dame, de la cathédrale de Notre-Dame. On a vu la mobilisation, l'émotion partagée
à travers le monde, on se rend compte que ce soft power existe bien, que la culture est un élément d'influence à travers le monde et on l'a souvent un peu oublié. Donc c'est quelque chose sur lequel on retravaille, pouvoir public, entreprise, et vous devez bien sûr y réfléchir et vous intéresser à ce sujet. Voilà en gros, en petite synthèse, ce qu'on a souhaité vous donner comme élément clé sur cette quatrième partie. Je vais maintenant répondre peut-être aux questions qui me sont posées par certains d'entre vous. Boris, est-ce que vous en avez vu apparaître que je n'aurais pas vu s'afficher à l'écran Oui. pendant que Alors, je parlais depuis un gros quart d'heure? la réalité virtuelle a-t-elle généré un nouvel intérêt conséquent, générant une fréquentation beaucoup plus conséquente des sites culturels? Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, oui, on a vu ça depuis une grosse dizaine d'années avec des choses qui ont été portées, notamment en France et inventées en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et il est évident que ça contribue à une diffusion de la culture auprès de publics peut-être qui n'y avaient pas accès. Donc tout ce qui permet d'augmenter la fréquentation, la notoriété de sites est particulièrement remarqueux. Oui, en conclusion très rapide, on peut dire d'abord que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée n'ont pas porté atteinte, loin s'en faut, à la fréquentation de sites culturels, à la fréquentation de sites touristiques. Au contraire, ça a permis de contribuer à la notoriété et de développer de nouvelles formes de visite. Alors, ça fait peut-être, ça choque peut-être certains ou certaines d'entre vous, mais lorsque vous avez des visiteurs qui se promènent avec leurs tablettes, avec leur téléphone portable, qui ont téléchargé des applications pour se replonger dans l'histoire d'un site, je pense que c'est tout à fait formidable de pouvoir se plonger dans des ambiances urbaines différentes et ça contribue vraiment à l'attractivité de nombreux sites aujourd'hui. Je peux vous donner par exemple plusieurs exemples euh, qui sont tout à fait intéressantes et ça a un lien avec par exemple les interviews que j'ai menées durant les premières semaines. Par exemple, lorsque j'ai interviewé Nicolas Barret durant la troisième partie de ce MOOC, on a parlé de plusieurs modalités de visite qui sont aujourd'hui absolument essentielles, notamment pour des territoires qui veulent se promouvoir sur différents types de marchés. Donc oui, ça contribue à la notoriété, ça contribue à de nouvelles formes de visite, mais non, ça n'a pas nuit, je pense, à la qualité des visites de sites culturels. Il y a une question donc de Vincent actuellement en ligne avec nous. Vincent demande par rapport à l'interview de Monsieur Paul Arsenault, que veut-il dire par réalité asiatique? Que sont ces évidences qui ne sont plus pour les Asiatiques? Et quels sont les codes à revoir et à développer? Alors, j'ai entendu imparfaitement, malgré votre nouveau casque, cher Boris, la question posée. Alors, Paul a voulu dire un certain nombre de choses. D'abord, c'est que les consommations à destination des visiteurs asiatiques et les produits qui sont destinés à ces visiteurs sont forcément différents de ceux qui sont produits pour des visiteurs, disons, de proximité. Vous savez que quand des visiteurs asiatiques viennent en France ou au Canada, leur durée de séjour, leur exigence de consommation l'est tout autant. Donc ça veut dire qu'on est dans des formes d'abord temporelles moins longues, donc ça veut dire qu'on trouve des temps relativement courts de consommation culturelle, et puis forcément les référentiels culturels ne sont pas les mêmes. Hein. Donc ça veut dire que lorsque vous vous adressez à des clients chinoises, par exemple, qui viennent sur votre territoire, pour certaines de elles, la culture judéo-chrétienne n'est pas une évidence. C'est-à-dire que vous devez tout faire un pont entre les grandes périodes historiques, par exemple le Moyen Âge en Europe,
et ce qui existait à l'époque, les différentes dynasties ou autres, en Chine. Donc ça veut dire que les réalités sont différentes. Et il ne faut jamais oublier que quand vous accueillez des visiteurs, vous adressez à des gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles que vous. C'est en cela que le, le tourisme doit ou s'ouvrir aux autres, développer de nouvelles formes d'interculturalité, c'est-à-dire avoir une vision ouverte, une vision qui soit sans doute aussi un peu plus grand public que ce qu'on avait l'habitude jusqu'alors de faire, parce que on a des gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles que celles auxquelles nous sommes habitués. Donc c'est en gros ça que Paul voulait souligner dans son propos. Autre question d'internaute, c'est par rapport à Atout France, donc entreprise. Cher Boris, une autre question. Oui, vous m'entendez? Il y a une question par rapport à Atout France, entreprise de promotion des destinations françaises à l'étranger. Quelles sont les formations nécessaires pour pouvoir intégrer Atout France? Comment peut-on avoir accès à cet organisme? Alors, deux réponses. Atout France n'est pas une entreprise, c'est un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique qui est l'outil de promotion de la France à l'international, avec des membres qui sont à la fois des acteurs publics, mais aussi des entreprises privées. Donc c'est un statut tout à fait particulier. Et les missions d'Atout France sont notamment, bien sûr, l'aide à la promotion des territoires, des marques. J'ai parlé déjà des contrats de destination. Donc Atout France organise des salons, des délégations dans un certain nombre de pays. Et également aide à l'ingénierie touristique en France. Donc, il faut le savoir, si ça vous intéresse, bien sûr, je pourrais en parler plus précisément, éventuellement, lors des prochaines semaines. Et puis, la deuxième versant de ma réponse, c'est vous dire que Atout France, aujourd'hui, est un organisme considéré comme un organisme parapublic. Échappé que les derniers mois ont été des mois de controverse en France, où l'État s'est engagé à dépenser sans doute un peu plus que prévu dans son budget à destination de la difficulté financière. C'est des enveloppes de 10 milliards notamment annoncées par le président Macron en décembre, et puis aussi ses engagements pris lors de sa conférence de presse du mois d'avril. Donc ça veut dire que certains ordres sont contraints aujourd'hui d'économiser. Et Atout France aujourd'hui n'est pas vraiment en situation d'embaucher en 2019, mais plutôt en situation de dégraissage. Donc ça veut dire qu'il y a des effectifs qui vont être réduits en 2019. Peut-être que la dynamique sera inversée en 2020, mais dans les prochains mois, je pense que rares seront les créations d'emplois à Atout France. Par contre, si le tourisme, j'imagine que c'est le cas puisque vous suivez ce mot qui vous intéresse, sachez que il y a des dynamiques dans les grandes métropoles en France, il y a des dynamiques dans les régions. Si vous avez l'aspiration de travailler notamment dans les territoires, et puis bien entendu, vous avez des établissements, je pense notamment des établissements culturels, je pense aussi par exemple à des startups, qui sont d'autres porteurs de dynamisme économique. Vous avez des potentialités de carrière dans ces différents milieux. Voilà, donc en synthèse de ma réponse, ça n'est sans doute pas l'organisme qui vous embauchera en 2019. Dernière question, Matera, capitale européenne de la culture en 2019. Vous avez encore une ou deux. Comment et par qui les villes sont élues capitales de la culture au niveau européen? Alors, vous savez, ça ce sont des marques qui sont tout à fait intéressantes. Je vais bien sûr vous répondre sur Matera.
mais je vais vous donner un exemple, c'est celui de Marseille, qui a été capitale européenne de la culture en 2013. Et Marseille s'est préparé de longues années auparavant, puisque ce sont des appels à candidature qui sont organisés régulièrement, et ce sont des villes qui sont désignées par l'Union européenne. Donc, capitale européenne de la culture, ce sont des désignations de l'Union européenne pendant une année. L'idée est née au début des années 80, portée par des ministres de la culture. Il y en avait deux de mémoire, Jack Lang qui était ministre de la Culture en France et puis Elina Mercouri en Grèce. Et ce sont des programmes qui sont gérés par la Commission européenne et qui sont attribués par ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, avec des experts qui évaluent les dossiers montés par des villes candidates. Donc aujourd'hui, il y a plein de villes qui ont été élues capitale européenne de l'année, et il est à noter qu'entre 1985 et 1998, il y avait une ville qui était élue chaque année. Maintenant, il est de coutume d'élire plusieurs villes chaque année. Je vous ai parlé de Marseille en 2013. En 2015, il y avait deux en Tchéquie. En 2019, il y en a deux. Plovdiv en Bulgarie et Matera en Italie. En 2020, il y en a deux, Rijeka en Croatie et Galway en Irlande. Et puis, il y a des élections quasiment jusqu'à 2030. Avec un exemple, si vous vous souvenez de l'interview que j'ai menée de Vincent Garnier, qui est le directeur de Clermont-Auvergne Tourisme. Clermont-Auvergne Tourisme part pour déposer sa candidature, si j'ose dire, à l'échelle européenne, avec des désignations qui sont effectuées plusieurs années en avant, parce que ce sont des budgets relativement intéressants. Et il faut avoir à l'esprit également qu'il y a de nouveaux labels qui risquent d'être lancés, notamment avec le même style que Capitale européenne de la culture, mais des capitales françaises de la culture. On travaille là-dessus depuis maintenant 2 ans. Donc, soyez vigilants, faites un peu de veille et vous verrez apparaître des éléments là-dessus dans les prochaines semaines. On peut peut-être quand même aborder la dernière question. Vous avez évoqué une culture de... La dernière question qui s'affiche. Voilà. Vous avez évoqué une culture du partenariat. Une culture du partenariat public-privé en Angleterre. La France a-t-elle du retard dans cette dynamique public-privé? J'ai abordé une culture. Alors, la France a souvent du retard dans beaucoup de domaines. La France donne beaucoup de leçons, mais a souvent beaucoup de retard. Donc, c'est l'un de nos paradoxes dans beaucoup de secteurs. Oui, la France a beaucoup de retard par rapport à beaucoup de marchés, notamment des marchés anglo-saxons. Je pense à l'anglais, également à l'Allemagne, par exemple. Et vous savez, en France, c'est très difficile de faire travailler les gens ensemble. Alors, on a organisé plein d'initiatives, des contrats de destination, autre chose pour commencer à faire à travailler ensemble. Bien sûr, on commence à avoir cette culture-là. D'abord, pour une raison très simple, c'est que le public n'a plus vraiment beaucoup de moyens financiers. Donc, c'est des engagements progressifs de l'État, à la fois de ses compétences traditionnelles, mais aussi de ses financements traditionnels. Et puis, des collectivités territoriales et locales qui ont de plus en plus de compétences avec des moyens financiers qui ne sont pas en augmentation d'ailleurs à prélever des fiscalités directes, donc ce qui est l'un des paradoxes. Donc forcément, tout ça montre qu'il faut trouver d'autres sources de financement, et ce sont des financements privés. Alors il y a différents types de partenariats, on en parlera notamment lors de la 6e partie, est née depuis une grosse quinzaine d'années, notamment la passion française pour le mécénat. Donc il y a beaucoup de mécènes qui financent la culture, le patrimoine. Il y a la Fondation du patrimoine qui œuvre beaucoup aussi dans le secteur. On en parlera lors du dernier séminaire et la dernière interview avec Guy Salavuard, la Fondation du patrimoine. Donc ça, c'est une partie, bien sûr, de ce partenariat public-privé. Et puis ensuite, vous avez également d'autres partenariats public-privés qui peuvent exister. C'est notamment, y compris dans le travail des agences qui définissent les stratégies du tourisme à l'échelle des territoires, puisque
Et ça, c'est un exemple qu'on a vu apparaître en Grande-Bretagne pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. Il faudra parier que pour les Jeux Olympiques de 2024 en France, on soit à peu près sur le même modèle. Eh bien, on essaye aujourd'hui de faire financer les éléments stratégiques par des grandes entreprises qui, avec ces dons, obtiennent des dégrèvements d'impôts et de fiscalité. Donc ça peut faire débat, mais en tout cas, ce sont des modèles économiques qu'on commence à bien connaître également en France. Mais oui, pour vous répondre, oui, nous avons eu beaucoup de retard. Oui, nous nous aimons donné beaucoup de leçons, mais oui, nous sommes encore en retard aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, nous avons atteint la fin de ce cours. Brice Dution, merci beaucoup. Et donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne semaine. Et à mardi prochain. Allez, au revoir.